Madame le maire, c'est une question qui me C'était important que nous réussissions dans cette ville, ces municipales de 2014. Qui ont des idées nouvelles, qui ont des pratiques politiques nouvelles. Et je crois à la que rencontre des Avignonnais pour écouter Bienvenue dans C'est à nous Avignon, où nous retrouvons. Je crois qu'on peut faire de la culture, mais est-ce que vous pensez vraiment? Bonsoir à tous et bienvenue dans cette toute première édition de C'est à nous Avignon, une émission ponctuelle d'extérieur qui se veut café journalistique pour parler de notre ville et sa culture, de ses élus et leurs politiques, de son histoire et des sujets qui l'animent, mais aussi du témoignage des Avignonnais. Nous sommes dimanche et ce soir, cette première se voudra politique et autobiographique car mon invité est un élu d'Avignon, le cadet de la liste de Madame le maire Cécile L. Il s'agit de Pierre-Emmanuel Audoyer-Gonzalez. Bonsoir Pierre-Emmanuel. Bonsoir Alexandre. Je suis ravi de vous recevoir autour non pas d'un café vu l'heure, mais d'un petit verre de blanc de nos Côtes-du-Rhône à consommer bien sûr avec modération. Et nous vous en parlerons tous les deux à la fin, mais mon premier invité n'a pas été choisi par hasard dans cette première qui s'enregistre ici, chez Ginette et Marcel, sur la place des Corsins. Un très bon restaurant bar à tartines qui est un des lieux de rendez-vous social, on va dire, pour un dimanche soir sur Avignon. Un lieu que vous avez choisi pour cette émission. Alors, les élections municipales ont été une bataille sans relâche que vous avez menée aux côtés de Cécile L, où régnait la peur pour vous tous que le Front National se retrouve en tête de la dernière ligne droite qui fut à gauche, car sous Pierre Serin, la liste de Cécile L s'est affichée à plus de 47% au second tour. C'est le soulagement et la victoire électorale. J'ai envie de vous demander, alors, heureux ? Bien sûr, très heureux personnellement déjà d'arriver en tête au niveau des élections, mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est heureux que les Avignonnaises et les Avignonnais nous ont accordé leur confiance autour d'un projet et autour de notre maire Cécile L. Vous aurez 26 ans fin mai. Racontez-moi un peu votre parcours pour qu'un cadet se retrouve en possession d'un double des clés de cette bataille et de cette belle mairie d'Avignon. C'est l'aboutissement de quelques années d'engagement politique. Ça va faire bientôt presque 9 ans que je suis engagé au Parti Socialiste. De manière générale, bientôt 11 ans que je suis engagé de manière associative, de manière politique. J'ai commencé sur Avignon dans l'engagement au niveau des étudiants et travailleurs sociaux de demain, puisque j'étais leur président. Et puis après, je suis devenu vice-président de SOS Racisme du Vaucluse. Et j'ai voulu m'engager sur Avignon de manière politique par le biais de rencontres que j'ai pu faire dans cette ville, notamment celle de Christine Lagrange. Cécile L vous a confié la délégation des seniors et des initiatives intergénérationnelles. Vous lui avez soufflé dans l'oreille pendant la campagne ou c'est une initiative qu'elle a prise elle? Je crois plutôt que c'est d'un accord commun. J'ai effectivement eu envie de m'engager auprès des seniors et je lui ai exprimé mes envies. Et je crois et je pense et j'espère qu'elle a vu en moi que c'était un vœu pieux, et c'était comme un accord du coup, et on en a convenu ensemble, et c'est ainsi que je suis devenu donc délégué aux seniors et aux initiatives intergénérationnelles, ce qui est très important à mon sens. Expliquez-nous comment vous imaginez cette nouvelle fonction pour vous. Cette fonction, elle a une importance pour moi très grande. Effectivement, la part des seniors dans la ville d'Avignon est de manière relativement importante sur notre territoire, mais si on se projette dans les 10 années à venir, la part des populations seniors va augmenter sensiblement, et donc du coup la question reste comment peut-on prendre en compte le vieillissement de la population au sein de sa ville. Cette fonction, je l'imagine déjà en travaillant de manière transversale avec tous mes collègues qui ont des délégations différentes des miennes. Je pense notamment à la prise en compte et à la problématique des seniors dans les transports en commun. Je pense notamment comment travailler avec mon collègue l'adjoint au commerce avec la prise en compte aussi des seniors
dans les commerces de proximité. Je pense aussi à ma collègue Christine Lagrange qui est adjointe à l'urbanisme, comment prendre en compte les seniors au sein d'une nouvelle façon de penser la ville et de les prendre du coup en compte, parce que je pense que pendant ces dernières années, nous n'avons pas assez pris en compte la personne âgée dans son ensemble et au sein du contexte urbain et économique de notre territoire. Nous allons en venir à votre avis sur des questions d'actualité, mais comme je vous l'ai dit en vous invitant, cette émission est diffusée en podcast sur le net via SoundCloud pour le moment, et j'essaye d'offrir aux Avignonnais l'occasion de connaître un peu mieux ce qu'il se passe dans leur ville, de connaître leur personnalité municipale, car petit à petit, vous en deviendrez une, Pierre-Emmanuel, et j'ai besoin donc de vous poser des questions plus personnelles. Comment vous sentez-vous dans cette nouvelle équipe municipale, Pierre-Emmanuel? Je vais dire de manière ridicule, je m'y sens très bien, effectivement. J'ai pu partager pendant à peu près 6 mois les élections et la campagne municipale avec mes collègues qui sont donc nouvellement élus. Moi, je m'y sens bien. J'ai envie de faire mes preuves, j'ai envie de proposer des projets, j'ai envie de mettre un peu d'idéal, d'utopie, mais en même temps des choses concrètes et réalisables qui pourront se faire avec cette nouvelle majorité dont j'en fais partie. J'en suis très heureux et très fier, et je le redis de nouveau. Vous m'avez dit avant de commencer l'interview que vous souhaitiez réagir sur la mort de Dominique Baudis. Baudis qui était une personnalité politique, défenseur des droits, tour à tour journaliste et présentateur de l'info à TF1, puis sur France 3, radio, télé, reporter principal du conflit au Liban, appelé d'instinct à la politique dans les années 80. Il choisit cette dernière, se retrouvant élu chez les Jeunes démocrates, puis en 83, maire de Toulouse pendant 18 ans, ce qui le propulsera conseiller général, puis régional, député européen, très présent sur les bancs de l'Assemblée nationale, également patron du Conseil supérieur de l'audiovisuel en 2011, défenseur des droits dans son âme. Dominique Baudis l'est depuis toujours, va-t-on dire, mais élu certainement grâce à sa sagesse politique officiellement, le défenseur des droits depuis 2011 par Nicolas Sarkozy. Mais beaucoup se souviennent de l'ironie de sa vie quand il traversa un dossier sombre de son histoire. Baudis, victime de la calomnie sur l'enquête du tueur en série Patrice Allègre en 2003, où son nom avait circulé criant machination, faisant de lui un accusé de proxénétisme par des prostituées. Il va mettre 2 ans pour faire saigner la vérité. On l'écoute sur un extrait radio au micro de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. C'était en 2011, au clin d'œil de l'affaire DSK. Chaque histoire est singulière. Bienvenue Dominique Baudis, bonjour. Bonjour. Est-ce que le sort de Dominique Strauss-Kahn vous renvoie quelquefois à votre propre cauchemar? Bon, on voit les engrenages de la justice qui d'ailleurs fonctionnent de manière différente aux États-Unis et en France, on l'a bien vu. On voit des affaires judiciaires se dérouler sur les médias. Oui, parfois je suis renvoyé à des souvenirs. J'ai vécu une affaire tout à fait différente. Chaque affaire est différente. Vous vous souvenez du torrent déchaîné d'injures, de calomnies, de fausses certitudes? L'affaire Allègre avait duré 2 ans, de 2003 à 2005. Et il faut tout subir, l'humiliation, la honte, et puis se taire, en silence. La honte, non. Au contraire, même, j'ai éprouvé une certaine fierté de me battre et de résister face à des choses honteuses. Ouais. Oui, mais même seul, à l'époque. Oui, seul, enfin pas tout seul. J'avais ma famille, j'avais mes amis, j'avais les Toulousains aussi qui me soutenaient. Et qu'est-ce qui est alors la plus profonde souffrance dans votre souvenir? Je prends ça comme une épreuve de la vie. Beaucoup de gens ont eu des épreuves parfois plus douloureuses encore dans la vie. Regardez les gens, il y a des gens qui ont passé des années et des années en prison. J'ai eu la chance, si on peut dire, d'échapper à ça. Et puis après, on s'aperçoit qu'ils ont passé des années en prison pour rien. Mais comment on résiste? On puise au fond de soi-même toutes les forces qu'on peut trouver. On n'a pas le choix. J'ai pas effacé de ma mémoire. Il y a des traces. Il reste des traces. Non, on en tire des leçons. On apprend sur le monde, on apprend sur les autres, on apprend aussi sur soi-même. Et combien de temps il faut pour redevenir soi-même quand on a été atteint? Vous, ça n'a peut-être pas été le cas, mais bien que vous ayez été profondément secoué. Et comment on y parvient? Non, mais je suis toujours resté moi-même. Et si vous voulez, je considère que cette épreuve est quelque chose qui me permet de mieux comprendre, peut-être, dans les fonctions que j'exerce depuis quelques jours,
de mieux comprendre ce que ressent quelqu'un qui est broyé par les engrenages du système. C'est-à-dire que ça donne envie de défendre davantage les droits de chaque citoyen, qu'il soit puissant ou démuni. Voilà, on est davantage en empathie avec des gens qui souffrent parce qu'on sait ce qu'ils peuvent ressentir. À 66 ans, Dominique Baudis est décédé des suites d'un cancer ce vendredi 11 avril. Pierre-Emmanuel, le micro est à vous concernant cette nouvelle qui a marqué l'actualité cette semaine. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à Dominique Baudis, puis par rapport à la vie politique de manière générale, c'est pour ça notamment que j'ai voulu revenir sur cette actualité, pas forcément sur la mort de Dominique Baudis, mais par rapport à ce qu'il a pu vivre. C'est que effectivement, à travers son histoire, l'histoire douloureuse qu'il a vécue, c'est un peu ce que je dirais les travers de la politique, la face sombre de la politique. Et la politique, qu'elle soit au niveau de la ville, qu'elle soit au niveau national. Et il y a une citation qui me plaît beaucoup et qui pourrait être mise en forme d'épitaphe par rapport à Dominique Baudis, c'est la politique, c'est aussi un jeu. On se dit des secrets, on écoute les rumeurs et en attendant de mourir. Voilà, je crois que ça résume bien ce qu'a pu vivre Dominique Baudis, tant d'autres aussi, moi aussi d'une certaine façon, d'une autre manière, mais il n'y a pas que moi, c'est le jeu de la politique et c'est des fois assez troublant et effectivement, comme il a pu le dire dans son dernier extrait, ça forge le caractère, forcément. Et pour en réagir à ce que justement vous venez de dire, vous pensez que cet acharnement médiatique suite à cette affaire calomnieuse, cet événement accablant et sombre de sa vie dont il s'en est sorti vainqueur de la vérité, est-ce que ça aurait pu être une chose qui l'ait affaibli dans son état physique et moral, une chose qui aurait pu l'amener à lutter avec une force plus moindre dans sa maladie? Sûrement, je pense que ce qu'il a pu vivre n'a pas dû être facile pour lui. C'est une épreuve à vivre et c'est effectivement doit être douloureux psychologiquement et peut-être que du coup l'esprit meurtri en fait ressortir que le corps a été meurtri, mais il dit très bien aussi, beaucoup de gens forcément vivent autre chose, une histoire calomnieuse, et effectivement Dominique Baudis a pu retenir cette force comme d'autres hommes politiques ou d'autres femmes politiques ont pu retenir cette force. C'est quand on traverse des périodes difficiles, on a forcément plus d'empathie peut-être pour les gens et ça peut en faire une force effectivement, une force personnelle mais une force politique aussi. Bien. D'autres mouvements dans l'actualité cette semaine, c'est la nomination de Manuel Valls à la tête du gouvernement et la composition de ses ministres et secrétaires d'État, ainsi que sa réclamation de confiance à l'Assemblée. Pierre, je vous ai préparé un petit extrait de son discours ce mardi dans l'hémicycle. On écoute. Et la France a cette même grandeur qu'elle avait dans mon regard d'enfant, la grandeur de Valmy, celle de 48, la grandeur de Jaurès, de Clémenceau, de Gaulle, la grandeur du Maquis. Et c'est pourquoi j'ai voulu devenir français et être Premier ministre du gouvernement de la France est un immense honneur pour moi. Ne rétrécissons pas la France, ne rétrécissons pas ses rêves. Et je vous demande, le cœur battant pour la France, de m'accorder votre confiance pour qu'ensemble, cette confiance, nous la rendions aux Français. Vous avez été ému également en entendant sa force de conviction. Oui, j'ai été ému. C'est un discours pour moi qui m'a convaincu et qui me semble était sincère, qui retraçait en même temps le passé intime de Manuel Valls et qui est mêlé à son destin politique, donc forcément, bien sûr, qu'il m'a convaincu. Et il était rempli de valeurs républicaines, surtout. Notamment, il a cité Valmy, il a cité Jaurès. Qu'est-ce que ça vous inspire quand un homme politique cite les plus grands de son histoire, de ce qui a construit la République en France ?
Je crois que c'est important, effectivement, de retracer un petit peu les grands noms qui ont fait l'histoire de notre République. C'est important, surtout de nos jours, dans des périodes que l'on vit qui sont assez troubles. Et puis, moi qui suis jeune, finalement, ou que je n'ai pas eu la chance peut-être d'approcher un de ces grands hommes, je pense à notamment De Gaulle, qui reste quand même un personnage contemporain, c'est important. Je trouve que ça nous ramène à ce qui est vraiment une certaine forme de la démocratie, les valeurs de la République, qui sont souvent peut-être bafouées ou dont on essaye de salir le nom avec un grand N majuscule, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous inspire Manuel Valls et ce nouveau gouvernement ? Ce qui concerne Manuel Valls, je suis très content qu'il soit nommé Premier ministre. En effet, je me retrouve assez bien dans Manuel Valls, non pas peut-être pour ses convictions politiques, mais en tout cas pour le parcours qu'il a eu, qu'il a emmené à la politique. C'est un petit peu le mien, je le partage. Je suis petit-fils de réfugiés politiques espagnols. Lui est venu d'Espagne à son adolescence, je crois. Et effectivement, ce qu'il a envie de redonner à la République, ce qu'il a envie de redonner à la France par rapport à ce qu'on lui a donné, moi c'est quelque chose qui m'a toujours animé, qui m'a toujours, on va dire, qui a toujours fait battre mon cœur pour m'engager en politique. Et la preuve, si je suis devant vous ce soir, c'est cette immense fierté que j'ai, non pas de la prétention, mais un sentiment de redonner enfin ce que l'on a pu me donner à moi dans certaines périodes. Heureux pour Ségolène Royal, que vous connaissez ? Très heureux pour Ségolène Royal, pour son entrée au gouvernement, parce que je suis persuadé qu'elle fera un bon parcours politique dans cet engagement aux côtés du gouvernement et aux côtés de Manuel Valls. Vous pouvez me commenter cette nomination de Ségolène Royal au ministère de l'écologie ? Je crois que c'était tout à fait légitime qu'elle ait ce ministère, puisqu'auparavant elle s'était déjà engagée auprès de la thématique, on va dire, de l'environnement. Et je pense que c'est la suite logique de son engagement. Et je suis persuadé qu'elle fera de grandes choses au sein de son ministère. Du moins, c'est ce que je lui souhaite avec tous mes vœux de bonheur pour elle. Mercredi soir dernier s'est tenu le premier conseil de la communauté d'agglo d'Avignon où Jean-Marc Roubaud, fraîchement réélu maire UMP de Villeneuve, a été aussi élu président du Grand Avignon. 72 sièges dans cette assemblée qui a eu face à Roubaud la candidature de Cécile L, battue sans surprise de 23 voix, aux côtés également de celle de Guy Moreau avec 8 votes dont un blanc. La surprise serait plutôt les votes d'un même combat de l'UMP pour le FN et vice-versa, où Jean-Marc Roubaud parle d'une dépolitisation de son électorat qui le ravit. Maire d'Avignon, Cécile L a été nommée première vice-présidente du Grand Avignon, ce qui lui a permis effectivement de constater une volonté de collaboration avec Roubaud, de mettre un pied à gauche. On a aussi un arbitrage du FN avec Joris Ebrard qui se retrouve second vice-président de cette intercommunalité. Pierre-Emmanuel, ça soulève pas mal de questions sur les barrières qui pourraient se dresser devant la mise en place du programme de Cécile pour les Avignonnais. Notamment le projet débuté par Roig du tramway où Avignon, en votant elle, dit oui au rapport légitime entre la dépense, la praticité, l'adaptabilité, mais surtout la faisabilité. Et qui dit non à un surendettement de notre grande commune au pluriel, mais aussi de sauver le commerce du centre-ville. Un projet stop au tram d'une grande envergure. Je vous laisse là aussi le micro libre en réaction à cette cohabitation entre Cécile L et Jean-Marc Roubaud. Je crois que mercredi soir, on a vécu un grand moment. Quand je dis un grand moment, c'est pas positif, dans le sens où il faut le rappeler aux auditeurs qui nous écouteront que Jean-Marc Roubaud a été élu avec les voix du Front National. Moi, effectivement, ça pose des questions, notamment entre les barrières de l'UMP et du Front National. Certes, il s'accorde à le dire, du moins le Front National, qui sont le parti anti-système, dénonçant et le Parti Socialiste et l'UMP, et on voit dans certaines manœuvres politiques qu'ils rejoignent très vite l'UMP, et que l'UMP, du coup, aussi les rejoignent très vite. Moi, ça me pose de sérieuses questions avant d'aborder
cohabitation forcée du coup entre Jean-Marc Roubaud, Cécile L et Joris Ebrard. C'est ce point que j'aimerais bien soulever. C'est où sont finalement les barrières entre l'UMP et le FN. À mon sens, elles sont très étroites, voire presque rapprochées. Ensuite, sur la cohabitation, du coup, ce que j'appellerais forcée, c'est pas tant, à mon sens, quelque chose dont on devrait se ravir et qui exprime une certaine dépolitisation du Grand Avignon. Effectivement, Cécile L devra se défendre corps et âme face à Jean-Marc Roubaud, qui est plutôt favorable au tram. On sait très bien que Cécile est défavorable. En même temps, de manière logique, on a effectivement aussi Joris Ebrard, qui est nouvellement maire du Pontet, qui est contre le tram, et la maire Cécile L, donc d'Avignon, qui est aussi contre le tram. C'est-à-dire que les deux plus grandes communes de l'agglo, les deux communes qui sont concernées du coup et de fait par le tram, sont contre. Donc effectivement, j'attends Jean-Marc Roubaud à ce tournant. Je l'attends vraiment pour savoir comment il va faire pour entendre les deux positions des élus de bords effectivement différents, mais qui sur ce dossier sont contre. Et j'espère que sa promesse va être tenue, que de remettre à plat les dossiers et que d'entendre tous les partis. Vous pensez que d'avoir Jean-Marc Roubaud à la tête du Grand Avignon, qui est, on va dire, la deuxième plus grosse force politique de la ville d'Avignon, malgré que Cécile L soit désormais élu maire d'Avignon et Jean-Marc Roubaud qui constituerait effectivement un petit peu l'opposition. Vous pensez qu'il serait capable, pas dans une ambition personnelle, mais dans une ambition politique, de faire obstacle à certains projets de Madame L qui sont des projets qui touchent Avignon de près, mais qui ne négligent absolument pas l'intercommunalité? Mercredi soir, il a prononcé certaines paroles qui pourraient effectivement laisser à penser qu'il ne négligerait personne. Maintenant, j'attends les actes et on verra bien. Et on surveillera de près du coup la présidence de Jean-Marc Roubaud au sein de l'intercommunalité. Et je fais confiance à Cécile L, qui est effectivement la première vice-présidente de l'agglo, pour y veiller elle aussi. Vous vous sentez capable par moment de pouvoir raisonner cette présidence de Jean-Marc Roubaud pour la volonté d'exprimer la politique bienfaitrice que se fait Cécile L et toute son équipe pour la ville d'Avignon? Je fais confiance aux nouveaux élus du conseil communautaire d'Avignon. Moi, je n'en fais pas partie personnellement, mais je fais confiance à mes collègues qui, j'en suis sûr, seront capables, à force de persuasion, d'argumentation, de démontrer que certaines décisions, notamment le tram, ne seraient pas la bonne voie à suivre, mais en proposant toujours, puisque ne l'oublions pas, on est force de proposition aussi, on est peut-être contre le tram, mais on propose le bus à haute qualité de service. Le BHNS. Le BHNS, tout à fait. Et j'espère que Jean-Marc Roubaud saura entendre nos arguments, mais saura aussi raisonner de manière non partisane, comme il a pu le prononcer mercredi soir lors du conseil communautaire. Je pourrais éventuellement poser la question directement à Madame le maire, Cécile L, mais je vous la pose à vous. En interrogeant certains Avignonnais sur le projet du stop au tram, j'entends des Avignonnais qui ont une pensée défaitiste sur le stop au tram parce qu'ils disent que les travaux ont déjà commencé et que donc c'est irrémédiable. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça sur ce que vous savez et sur les discussions que vous avez eues concernant le projet du stop au tram avec Cécile L? Écoutez, je crois que du moment qu'on n'a pas posé un rail sur la voie publique, tout est réalisable et tout est possible. Maintenant, effectivement, il y a eu, et ça on le sait, certains achats liés au tram. Reste à voir avec la société dont on a acheté ces équipements, à savoir si on pourrait pas reconvertir ces achats dans des achats propres au BHNS si le conseil communautaire adopte cette décision. Donc il faut faire aussi attention à la campagne de désinformation qu'il y a eu pendant la campagne électorale. Il y en a eu beaucoup. Il faut faire attention aussi
aux rumeurs. Et je crois que les Avignonnaises et les Avignonnais, les Montfavettains aussi, ne doivent pas être défaitistes par rapport à l'avancée du tram, puisque effectivement sur Avignon, aucun travaux, le maire l'a dit je crois dans la presse aujourd'hui, ne sera réalisé sur Avignon tant que le dossier n'est pas remis à plat. Comme je vous le disais, Pierre-Emmanuel, j'ai aussi besoin de vous poser des questions personnelles. En voici une autre. Vous êtes le sujet principal de cette question. Quels sont vos projets, vos ambitions personnelles pour Avignon ? Qu'est-ce que cette entrée en politique à Avignon vous inspire et qu'est-ce que vous voudriez, vous personnellement, si par exemple vous étiez un jour maire d'Avignon, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il soit mis en place dans cette ville ? Écoutez, je crois d'abord qu'on m'a confié une tâche et non des moindres. La délégation que j'ai, ce sont les seniors, mais aussi les initiatives intergénérationnelles. Moi, mon ambition, elle est simple, c'est de servir Avignon, mais de servir Avignon avec tout le monde. C'est-à-dire que mon but premier serait de mettre en connexion, j'allais dire, les Avignonnaises et les Avignonnais, d'où qu'ils soient, extramuros. Ce que disait Cécile, elle, sur effectivement ce caractère extrêmement participatif de sa politique, et c'était son projet principal sur Avignon. Oui, c'est vrai que dans notre projet, nous avons mis la démocratie participative au centre de toutes nos thématiques, puisque vous savez, on ne peut rien faire, même dans une majorité municipale, si les Avignonnaises et les Avignonnais ne sont pas avec nous, s'ils ne veulent pas non plus eux aussi s'engager. Donc je crois que ce que Cécile a voulu montrer, dire, faire dans ce programme, c'est en avant tout le monde et tous au travail, engageons-nous dans des projets pour que du moins Avignon puisse aller mieux. Vous partagez une relation amicale et de collaboration politique avec Amin El-Khatmi, l'aîné des deux cadets dont vous en faites partie, vous êtes le Benjamin des deux cadets. Dans la liste des élus, donc Amin El-Khatmi, ancien attaché parlementaire, a été nommé par Madame L, maire de quartier, le quartier nord d'Avignon. Parlez-moi un petit peu de cette relation qui vous anime avec Amin, de cette relation amicale et de cette collaboration politique. Oui, effectivement, avant tout d'être une relation politique, c'est une relation amicale où on partage bon nombre de convictions et en même temps aussi une fierté, je pense, il vous le dira plus que moi-même, mais une fierté partagée d'être à ce stade-là, que le maire nouvellement élu nous ait fait confiance pour figurer sur sa liste en position éligible, il faut le rappeler. Puisque c'est l'expression même d'une volonté, d'un renouvellement politique, d'un renouvellement de génération politique. Amin est brillant, effectivement, il a toute mon admiration. La délégation qui lui est confiée n'est pas facile, être maire de quartier. Ça demande beaucoup de temps, d'investissement, d'écoute et de proximité, et en plus il a toutes les qualités qui remplissent cette fonction de maire de quartier. Donc il a toute ma confiance, mon amitié, ma sympathie, et j'espère pouvoir encore travailler avec lui pendant les 6 années à venir autour de projets dont on pourra partager ensemble. Et maintenant une question, une avant-dernière question personnelle, celle de la fierté, certainement. Bien sûr, tout honneur flatte un ego et ce n'est pas en mal de votre famille qui vous a vu retrouver donc maintenant élu d'Avignon. Je suppose effectivement que vous leur parlez souvent de vos ambitions politiques, de ce que vous comptez faire pour cette ville. Et vous voilà maintenant en siège. Quelle a été la réaction principale de votre famille au-delà de la fierté ? Je prends en exemple votre mère. Beaucoup de larmes de joie. C'est un souvenir qui restera impérissable, je pense. Au-delà de la fierté, c'est un rêve qui se concrétise pour moi, et je pense que mes proches, ma mère, ma grand-mère, ont trouvé leur place dans ce rêve qui s'est réalisé autour de mon engagement.
comment dire, quand on démarre de pas grand-chose et qu'on finit à ce stade-là, forcément qu'on attire la fierté, l'admiration. Et je crois que après ça, on peut se dire, on peut partir tranquille. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ce que, du moins, ce sont les paroles de ma grand-mère qui m'a dit, ou de ma mère aussi, on peut partir tranquille. Comme je le disais à nos auditeurs, c'est la première de C'est à nous Avignon. Et c'est une initiative que je suis fier, tout autant que vous, si jamais il y a un bel avenir pour ce projet de presse radio d'Avignon. C'est à l'issue de nos diverses conversations amicales, politiques, privées autour d'un café, d'un verre, qui a donné naissance à ce projet. Et je suis effectivement ému, stressé d'avoir fait cette première émission sur une idée qui nous a été commun. Je me rappelle effectivement de ma réaction où vous aviez rigolé de voir un illuminé apporter ce projet sur la table. Quelle serait pour vous la meilleure orientation de cette presse locale qui, si elle puisse exister de cette manière-là, assez intimiste dans la politique avignonnaise, mais englobant tout un tas de sujets, culture et autres dans cette ville? Pour vous, qu'est-ce qui serait utile de mettre en ligne sur cette diffusion sur le net? Mais effectivement, il m'a paru important que, avec vous notamment, que l'idée de cette radio qui soit accessible dans un premier temps sur les réseaux sociaux puisse exprimer ce désir de proximité finalement que certains politiciens, certains politiques au niveau communal peuvent avoir. C'est en même temps aussi connaître le microcosme politique avignonnais de manière intimiste, je pense, puisque l'orientation de l'interview a été faite de cette façon-là, par vos soins. C'est une façon aussi de mettre au cœur les médias de manière participative, puisque, à mon sens, et puis on partageait ce point de vue aussi, les médias ne doivent pas appartenir à une certaine caste, mais elles doivent appartenir à tout le monde. Et c'est vrai que cette initiative, allons-y, soyons prétentieux, pourrait faire partie d'une des premières mesures que l'on pourrait lancer, que je pourrais lancer de manière, après c'est pas moi qui fais tout le travail bien sûr, j'en conviens, mais d'une manière où on puisse se rassembler autour de questions d'actualité, de l'actualité nationale, l'actualité au niveau d'Avignon, au niveau de l'agglo, où toutes les couches de population pourraient participer. Voilà, c'est un début, et puis qui vivra verra. On verra bien ce que ça donnera. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel Odoyer-Gonzalez, qui a été mon invité dans cette toute première de C'est à nous Avignon. On se retrouvera, je pense, très bientôt avec d'autres personnalités, qu'elles soient politiques ou non, autour de ce micro. Et j'ai vraiment été heureux, comme je le disais, assez stressé également. Le petit verre de blanc, on va dire, nous a aidé à délier un petit peu cette tension d'un présumé nouveau projet. J'ai vraiment été heureux, Pierre-Emmanuel. Écoutez, le plaisir est partagé, puis à bientôt. À bientôt, Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Faites parler de ce projet de C'est à nous Avignon, de ce projet Presse Radio d'Avignon autour de vous. Et nous nous retrouvons régulièrement en podcast sur SoundCloud jusqu'à ce que l'on ait trouvé éventuellement un nouveau support beaucoup plus communicatif et beaucoup plus stable. Merci, bonne soirée, au revoir. Madame le maire, c'est une question qui me parle. C'était important que nous réussissions dans cette ville, ces municipales de 2014. Qui ont des idées nouvelles, qui ont des pratiques politiques nouvelles. Et je crois À la que rencontre des Avignonnais pour écouter Bienvenue dans C'est à nous Avignon, nous retrouvons.